Mais Sartre lui-même a succombé à une autre forme d'historicisme, c'est-à-dire que, et d'ailleurs justement dans une conférence sur les intellectuels, il explique très bien, l'universel est à faire. C'est-à-dire l'universel s'inscrit dans l'histoire, il est l'objet de l'histoire. Et si on croit défendre l'universel, alors que la tâche n'est pas accomplie, en fait, on défend un camp contre un autre. Et Sartre se moque de l'attitude qui consiste à dire « je ne veux être ni victime ni bourreau ». On est forcément dans un camp. Et Camus, laisse-t-il entendre, est un faux intellectuel, puisque précisément, il prétend défendre l'universel, alors qu'en fait, il défendait les colons pendant la guerre d'Algérie. Donc un faux intellectuel et même un chien de garde. Et c'est là que, en effet, me semble-t-il, la divergence éclate, et donc Sartre est injuste, même dans son éloge, quand il dit que Camus est un moraliste, qu'il s'inscrit dans la lignée des grands moralistes, car c'est bien davantage. L'une des grandes questions de Camus, c'est précisément l'histoire fait-elle le tout de l'être? C'est une question métaphysique, c'est une question ontologique. L'histoire fait-elle le tout de l'être? Et Camus répond non. Il y a l'histoire et il y a autre chose. Et il me semble, Vincent Duclerc, que c'est les leitmotifs de la pensée de Camus, qu'il faut prendre très au sérieux. Voilà pourquoi l'attaque de Pierre Bourdieu est particulièrement injuste. L'homme révolté est un livre sans doute maladroit, mais extrêmement profond, puisqu'il tourne justement autour de cette question, la nature et l'histoire. Y a-t-il place en nous pour quelque chose comme la nature? Vincent Duclerc. Je pense qu'il faut vraiment souligner l'insistance de Sartre et des Sartriens à démolir Camus. Et donc là, ça révèle quand même que Camus est un danger pour cette pensée marxiste, pour cette pensée effectivement qui estime que l'universel ne peut se construire que dans l'histoire. Et l'homme révolté n'est pas du tout effectivement une sorte de rêverie moraliste au-dessus de l'histoire. Au contraire, l'homme révolté, qui est un livre effectivement maladroit mais en même temps très profond sur un plan y compris philosophique, c'est-à-dire que l'homme révolté se saisit de l'historicisme, du matérialisme historique et essaye effectivement de montrer que l'homme, l'individu peut, tout en assumant ce matérialisme historique, eh bien, changer l'histoire vers la liberté et le lien avec la justice. Donc c'est une pensée extrêmement forte aussi dans la mesure où il se saisit de la question effectivement philosophique centrale qui est effectivement la place de l'homme dans l'histoire. Et lui, effectivement, grâce aussi au travail qu'il mène sur révolution, révolte, c'est-à-dire comment est-ce que, au fond, une révolution qui tiendrait les deux bouts de la justice et de la liberté, eh bien, permettrait une émancipation à la fois individuelle et collective. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai été frappé dans L'homme révolté par la place qu'il accorde à la création artistique comme instrument précisément de la liberté face à l'histoire. Et je dirais que la philosophie qui émane de L'homme révolté, moi, m'a rappelé de manière très profonde. Alors, c'est vrai que c'est des auteurs sur lesquels je travaille, mais à la fois Jaurès dans sa thèse qui effectivement tente de penser, je veux dire, l'idéalisme dans la lucidité face au matérialisme historique, et puis Elia Lévy qui essaye effectivement d'assumer dans l'ère des tyrannies, effectivement, un monde absolument effrayant et effectivement de dire que on peut penser précisément ce matérialisme historique et déjà le penser, c'est s'en libérer. Et c'est ce que effectivement les Sartriens ne supporteront pas. Et je crois que au fond, bien sûr, les Sartriens ont tenté effectivement de minimiser, d'humilier Albert Camus et Sartre en premier, mais c'est parce que il représentait effectivement un véritable danger, d'autant que Camus venait de la gauche libertaire. Il est toujours resté effectivement à gauche. L'attitude de Sartre, la phrase de Bourdieu et la formule très célèbre de Brochier sur le philosophe de classe terminale témoigne quand même d'une suffisance et d'une morgue intellectuelle qui a emmené un certain milieu à se dévoyer. Parce que, qu'on s'entende bien, l'adolescence et la classe terminale est un âge philosophique, est un âge métaphysique. Et c'est un orage de l'esprit qui fait que l'esprit s'ouvre à des inquiétudes auxquelles il n'accédait pas auparavant. Et par L'homme révolté, même si, comme vous le disiez très bien, Vincent Duclerc, c'est un livre qui peut paraître maladroit et qui a certains aspects maladroits, Albert Camus arrive à se mettre au diapason de cette inquiétude et de cet âge. Et il parle à l'esprit et à l'âme ou au cœur ou à la conscience de l'élève de classe terminale qui le lit. Et donc il l'ouvre au champ philosophique. Il répond tout simplement à cette question que se pose notre époque
comment peut-on se conduire quand on ne croit ni en Dieu ni à la raison? C'est une question que toute personne qui a 16 ou 17 ans et qui penserait à autre chose que les plaisirs quotidiens se pose et qui est hantée par cette question. Et L'Homme révolté permet cela, et moi je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais il se trouve que j'ai lu ce livre en classe terminale et qu'il m'a ouvert des champs et qu'il m'a entraîné à lire d'autres ouvrages. Donc je crois vraiment que ces formules notamment si on prend celle de Bourdieu, de gens qui ont défendu l'idée qu'il existait une caste d'intelligence qui ne donnait pas accès au savoir à des gens plus humbles, pratiquent exactement ce qu'ils dénoncent. Ah oui, mais j'ajouterais 2 choses. Sartre, dans l'article qu'il a écrit sur l'homme révolté pour les temps modernes, descend Camus en flamme, on peut le dire. Mais c'est une descente en flamme appelée à une certaine postérité, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui est, selon Sartre, du mauvais côté de la barricade. Eh bien, il est frappé d'une double critique. La première, c'est il a choisi le mauvais côté, donc, et la deuxième, il est nul. Et Sartre dit, et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, s'il était fait de connaissances ramassées à la hâte et de seconde main. Et je dois dire que cette conjonction de 2 critiques est devenue, si vous voulez, un lieu commun, si j'ose dire, de la pensée progressiste, ou qui se veut progressiste. Si vous n'êtes pas d'accord, en plus, vous êtes incompétent. Donc, c'est effectivement une attitude pleine de morgue, très pénible, et en plus, je crois que c'est commettre une très grande injustice à l'égard de l'homme révolté, qui, je le disais, est un livre profond dans cette remise en cause de l'histoire. Et chez Camus, ça commence même déjà dans la lettre à un ami allemand. Nous vivons dans la terreur parce que l'homme a été livré tout entier à l'histoire et qu'il ne peut plus se tourner vers cette part de lui-même, aussi vraie que la part historique, et qu'il retrouve dans la beauté du monde et des visages. Voilà. On est obligé de tout sacrifier à l'histoire. Mais c'est terrible. Et évidemment, quand la guerre est finie, Camus dit, bon, ben on va fermer la parenthèse. Et on va d'ailleurs retrouver notre mentalité politique, qui n'est pas justement simplement la mentalité du combat, et où l'adversaire n'est pas l'ennemi qu'il s'agit de haïr, et il le dit sans cesse, on ne vit pas que de lutte et de haine, on ne a pas toujours les armes à la main, il y a l'histoire et il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres et la beauté naturelle. Et c'est encore une fois le grand thème de l'homme révolté. Je cite une phrase dans les pages conclusives. La révolte est dans l'homme le refus d'être traité en chose et d'être réduit à la simple histoire. Elle est l'affirmation d'une nature commune à tous les hommes qui échappe au monde de la puissance. L'histoire certainement est l'une des limites de l'homme. En ce sens, le révolutionnaire a raison, mais l'homme dans sa révolte pose à son tour une limite à l'histoire. Voilà. Il y avait une sorte de vertige prométhéen. Ce que l'histoire a mal fait, l'histoire peut le refaire. Et Camus est un penseur de la limite. Il faut limiter cette ambition prométhéenne. Il y a des choses que l'homme ne doit pas faire ou refaire ou défaire, mais simplement préserver. Et ça, il y a une force, non seulement morale, mais philosophique dans ce message-là, qui a été très longtemps sous-estimé. Vincent Duclerc. Oui. Et non seulement Camus est un penseur de la limite, mais un penseur de la nuance et de l'exigence de nomination des choses. Et cette fameuse, effectivement, citation de Camus qui est très importante, mal nommer un objet, s'ajouter au malheur de ce monde. Et c'est précisément, je pense, que Sartre lui reproche, c'est au fond d'avoir accompli un progrès dans la réflexion philosophique en l'ouvrant. Et moi, je suis très sensible parce que j'ai Vincent Trémollet sur le fait que Camus, donc philosophe de classe terminale, au fond, il faut le prendre comme, je veux dire, un hommage. Parce que moi aussi, je veux dire, j'ai lu Camus quand j'étais en terminale. Ma mère m'a offert l'ouvrage que vous avez là sur votre bureau, c'est-à-dire les essais de la Pléiade de Roger Quillot. Et effectivement, c'est une découverte majeure parce que on comprend aussi que la philosophie peut porter effectivement tout un monde et pas seulement effectivement donc des normes qui sont celles effectivement très conservatrices de Jean-Paul Sartre. Et pour peut-être éclairer quand même l'importance de la pensée philosophique de Camus, je crois qu'il faut revenir à ce qu'il envisageait comme expérience, ses propres expériences. D'abord l'expérience de la résistance. Au fond, la résistance et la
Création de combat, qui est un journal effectivement tout à fait exceptionnel sur le plan, je veux dire, de la réflexion sur l'histoire, animé en partie par Albert Camus, et qui montre que finalement, face à l'entreprise nazie, il y a la possibilité pour un petit groupe d'hommes et de femmes, effectivement, de repousser ce matérialisme historique et cette domination de l'histoire. Et puis, vous avez évoqué effectivement les attaques contre Albert Camus, traité de colonialiste face à l'Algérie et la guerre d'Algérie. En fait, c'est extrêmement différent, et Camus le dit bien dans tous les textes qu'il écrit. Il dit au fond ce que la France a réalisé par finalement cette destruction des sociétés indigènes à travers le colonialisme. La France, parce que c'est un grand pays de liberté, pourra le défaire en apportant la complète liberté à l'ensemble des communautés, et donc d'une certaine manière la question de l'indépendance se posera moins, parce qu'il y aura véritablement une nation algérienne faite d'égalité et de liberté. Et il a tenté de réussir ce pari en rassemblant les libéraux européens et les libéraux arabes, kabyles. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Camus, je veux dire, est reconnu par une partie des intellectuels indépendants d'Algérie, et c'est aussi un hommage qui lui est rendu. Mais on peut considérer, on peut penser, moi je ne suis pas un spécialiste comme vous, je suis un simple lecteur qui fréquente l'œuvre de Camus, mais on peut penser, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'histoire et l'esprit révolutionnaire, que chez Camus, il y a évidemment une prise en compte du moment politique, et notamment quand il est tragique comme celui des événements d'Algérie, mais il y a aussi une notion qui peut-être prime là encore dessus, qui est la notion de la morale, mais de la morale intérieure. Qu'est-ce qui distingue un révolutionnaire de quelqu'un qui n'est pas révolutionnaire ? Un révolutionnaire pense que la ligne qui sépare le bien et le mal est extérieure à lui, et que le mal est à détruire, et qu'une fois qu'il sera détruit, le bien s'installera. Solzhenitsyn a très bien défini le contraire en disant que la ligne qui sépare le bien et le mal est à l'intérieur de chaque être, traverse chaque être. Et je pense que Camus est hanté de cette idée, et c'est cette idée-là qui l'anime, et donc il est moqué pour son attitude de part et d'autre, par les deux camps au moment de la guerre d'Algérie, sans que jamais on réfléchisse à l'idée suivante: est-ce qu'il ne veut pas maintenir dans cette dialectique, justement, cette possibilité d'une forme, je dirais pas de pureté, mais de dignité d'attitude, malgré le choix qu'on lui impose. Il me semble qu'en ça, il rejoint Antoine de Saint-Exupéry, ces deux écrivains qui sont frères à beaucoup d'aspects, parce que il est une forme de défenseur de ce tabernacle intérieur que la vie moderne aimerait détruire et broyer. Alors, oui, c'est vrai, et en écho à ce que vous dites, Vincent Trémollet de Villers, j'ajouterais que Camus se révolte contre le dualisme de la vision commune de l'histoire. Il veut laisser un certain nombre de choses en dehors de l'histoire, et il ne veut pas réduire l'histoire à la simple division des oppresseurs et des opprimés. Et notamment pour ce qui concerne l'Algérie. Si on en revient au premier homme, dans une note préparatoire, il écrit ceci: aux Arabes, je vous défendrai à n'importe quel prix, sauf au prix de ma mère, parce qu'elle a connu plus que vous l'injustice et la douleur. Et si dans votre rage aveugle vous touchez à elle ou risquez d'y toucher, je serai votre ennemi jusqu'au bout. Il n'y a pas d'hostilité, de tonalité guerrière dans le premier homme, mais il y a cette idée de, faire entrer à travers son œuvre dans la littérature cette famille de muets, comme il dit, qui étaient des colons, mais qui n'étaient pas des colonialistes, qui ne faisaient pas suer le pour nous, et c'est effectivement une réalité que Sartre et les progressistes de l'époque ne voulaient absolument pas voir. Et en effet, c'est quand même la part de vérité que Camus essaie de maintenir dans le premier homme, même s'il a par ailleurs renoncé à intervenir politiquement en Algérie, parce que son appel à la trêve civile n'a eu aucun écho. Vincent Trémollet de Villers. Il a renoncé, enfin, on lui a intimé l'ordre d'une certaine manière de se taire. Je veux dire, souvent on dit que Camus ne parle plus, donc après l'échec de l'appel à la trêve civile de 1956. Non, on l'empêche effectivement d'être entendu. Je veux dire, actuel 3, les chroniques algériennes sont passées sous silence du monde parisien. Et Camus, je veux dire, souhaitait continuer à parler pour défendre effectivement cette utopie réaliste qui vraiment s'inscrivait aussi dans l'expérience. L'expérience, c'est quand même, je veux dire, aussi ces articles de misère de la Kabylie, je veux dire, qui en fait quand même l'un des premiers anticolonialistes, où je
veux dire, dénonciateur du colonialisme, hein, il faut s'en souvenir, et c'est ce que Camus répondra, je veux dire, à l'étudiant, membre du FLN, qui l'interpellera assez violemment lors de sa conférence de presse à Stockholm après le prix Nobel. Donc il faut souligner effectivement cette volonté, je veux dire, aussi de s'opposer à la violence extrême. C'est-à-dire que Camus a compris aussi que la violence allait pervertir à la fois les ultras colonialistes et le FLN. Et d'une certaine manière, on peut quand même considérer que Camus a eu raison si l'on observe effectivement le destin ensuite de l'Algérie. Et vraiment, je crois que au fond, l'honnêteté d'Albert Camus, en même temps que cette utopie d'essayer de dépasser la guerre pour maintenir la paix, c'est, je crois, une des grandes questions aussi qui traversent nos sociétés. Comment faire société commune avec une multitude de communautés ?